2007, j'avais lu une biographie qui s'appelle Mille et une vies, qui raconte la vie de Tom Lapointe. Tom Lapointe, pour les gens de 40 ans et plus, se rappellent très bien qui est Tom Lapointe. C'était le journaliste par excellence au Québec à la fin des années 80. Il couvrait les activités du Canadien, des expos et un petit peu des Alouettes. Et par la suite, pour X raisons dans la biographie, Tom Lapointe a disparu de la carte. Et il y a eu un paquet d'épreuves, un paquet de choses qui est arrivé dans sa vie. Il a dû quitter le Québec. Et ça me fait plaisir de l'avoir ce matin en entrevue parce qu'on l'a retracé finalement. Et pour nous parler un peu de sa vie, pourquoi il a écrit le livre, qu'est-ce qu'il est devenu. Et on lui parle ce matin. Bonjour Tom. Bonjour, Tom, Danny. la première question que je me pose, pourquoi avoir écrit ce livre en 2007? C'est parce qu'à un moment donné, quand je suis parti, j'ai quitté le Québec à la fin des... c'était au tournant du nouveau millénaire. C'était en début 2000, quand j'ai quitté le Québec. À ce moment-là, il s'était raconté plein de choses à mon sujet, plein de choses beaucoup plus fausses que n'importe quoi, plusieurs rumeurs. Donc, je voulais un petit peu remettre les pendules à l'heure et raconter ma vraie version de ce qui s'était passé, parce qu'en plus, dans ce temps-là, j'avais pas, jusqu'à 2006, j'avais pas trop envie de raconter quoi que ce soit, mais vu qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient n'importe quoi, j'ai décidé de clarifier tout ça dans mon autobiographie, mais surtout aussi pour raconter un petit peu mon parcours de vie, qui a quand même été beaucoup plus positif que négatif. Moi, je me suis vraiment plus servi de mon expérience de vie pour me relever et bâtir des choses excessivement positives. Je disais en entrée de jeu que ce que j'étais devenu, mais ça fait déjà depuis 2004 que moi j'ai une société de production et en France. Et là maintenant, je suis plus établi à Los Angeles, en Californie. Je suis en train de produire un jeu de télévision international. Donc, OK. je suis plus basé maintenant à West Hollywood, en OK. Pour les Californie. gens qui se rappellent pas, bon, les gens de 40 ans et plus savent c'est qui Tom Lapointe. C'était le journaliste. Et, Absolument. mais pour les gens Absolument. de 40 ans et moins, parce qu'il y a des gens de 30 ans, Tom Lapointe, ça ne lui dit absolument rien. Tom Lapointe, c'est celui, si je le mettrais aujourd'hui, là, je le caricaturerais, si je donnerais un peu un portrait, comment tu étais connu dans le temps, là, je te comparerais à Ouais. François Gagnon ou Renaud Lavoie. Est-ce que c'est à peu près, la comparaison est bonne? Non, je dirais plus, j'étais plus proche dans le style de François Gagnon que Renaud OK. Lavoie, même si Renaud Lavoie est très hyper actif et très près des joueurs d'aujourd'hui. Mais j'étais plus dans le style d'écriture et dans le style Mais d'analyse. on te Plus pas- voyait autant que François Gagnon à la télévision, à la radio, là. On te voyait partout. Ah ouais, mais d'abord j'étais à la radio durant Ouais. plus de 15 ans. J'ai animé d'abord à la fin des années 70 à CKVL durant 5 ans. Après ça, j'ai été à CKAC où j'étais directeur des sports durant 1 an. Après ça, je suis Hmm. retourné à CKAC en 94. J'ai fait 3 dernières années à CKVL avant que CKVL ne ferme ses Ouais. portes définitivement à la fin de Ah ouais. 1999. Donc, on peut dire que tu étais le François Gagnon des années 80. On peut le dire à peu près comme, à peu près. Ouais, moi c'est ça. Ouais. Disons, je veux dire, j'avais un style. J'étais un peu comme François, c'est-à-dire j'étais quelqu'un qui était Insider. toujours très près, à l'affût des nouvelles, très proche de chacun des. Et c'était plus facile, je dirais, sans vouloir essayer de comparer les époques, parce que j'aime pas les gens qui comparent les époques trop. Il faut. Mais je dirais que c'était plus facile pour nous, parce que bon, il n'y avait pas le phénomène des Ben réseaux oui. sociaux. Si tu avais une bonne nouvelle, fallait que vraiment que tu avais le temps de la travailler. Maintenant, avec les réseaux sociaux, plus souvent qu'autrement, c'est la chasse aux nouvelles et souvent les nouvelles ne sont pas toujours de vraies informations. Tandis que dans mon temps, et en plus dans le temps, on était à peine 4 ou 5 ou 6 journalistes Ouais. maximum qui voyageaient toujours avec les Canadiens et avec les grandes équipes. Donc, il y avait une espèce de complicité qui s'installait entre les journalistes et les athlètes, alors qu'aujourd'hui, ça Non. n'existe plus du tout. Les gars ne voyagent plus ensemble avec les journalistes. Il y a trop d'écart d'argent entre ce que font les athlètes et ce que font les Ouais. journalistes aujourd'hui. Donc, il n'y a plus cette espèce de complicité-là qu'il y avait avant, même s'il y en a encore. Là. Faut quand même pas dire que tout ça c'est terminé. Je suis convaincu que les journalistes se confient plus à justement un certain Gagnon, comme François Ouais. Gagnon,
Parce que justement, il y a la façon de bien faire la différence entre l'humain et l'athlète. Moi, j'ai toujours fait très attention à ça, en ce sens que moi, la vie privée, à moins que le gars ait fait vraiment une grosse bêtise, la vie privée des athlètes, je me disais que ça me regarde pas, à moins évidemment qu'il, je sais pas, moi je veux dire qu'il fasse un viol ou qu'il fasse une bêtise de la sorte, oui, j'en aurais parlé, mais sinon, je disais que ma vie privée me regardait comme la vie privée des athlètes les regarde. Là, bon, moi, je me rappelle très bien, on te voyait à TVA, t'étais à la radio, t'étais dans les journaux, t'étais partout. Et là, il arrive, jusqu'à hier soir, Tom, là, tu vas m'expliquer quelque chose. Moi, jusqu'à hier soir, j'ai toujours pensé que c'était toi qui avais sorti la grosse nouvelle. Moi, je l'ai qualifié du plus gros scoop journalistique. Peu importe le monde du sport, la politique, l'économie, peu importe, c'était le plus gros scoop. T'as annoncé toi-même que Wayne Gretzky, à peu près 3 jours avant que ça arrive, passait des Oilers d'Edmonton aux Kings de Los Angeles. Aller jusqu'à Ah hier ouais. soir, j'ai toujours pensé que c'était toi, mais hier soir, écoute, tu vas m'éclairer sur quelque chose. Hier soir, j'ai écouté un documentaire fait par ESPN 30-30. Je sais pas si ça dit quelque chose. Oui, On oui. parle jamais d'un journaliste de Montréal qui sort la nouvelle. On parlait d'une station de radio de Toronto qui annonçait une rumeur que Wayne Gretzky serait échangé, mais jamais qu'on a parlé de Tom Lapointe de Montréal. Donc, qui Non, a sorti la rumeur? mais ils peuvent écrire n'importe Ouais. quoi. Le problème des anglophones, c'est qu'ils ne veulent OK. jamais donner le crédit. Écoute, j'ai eu la nouvelle. Moi, quand j'avais écrit la nouvelle en début d'août OK. Ouais. 1988, il y a personne qui le savait. La preuve, c'est que quand j'avais sorti l'information à Edmonton, tous les journalistes d'Edmonton avaient nié OK. l'information. Ça avait duré et perduré durant 3 jours. Je sais, le reportage Ouais, que ouais. tu parles, je l'ai déjà vu Ouais. également à ESPN, mais c'est du grand n'importe quoi. De toute façon, tous les athlètes de l'époque, je veux dire, même aujourd'hui, les journalistes de l'époque, tous ceux qui étaient au Québec, même mes confrères, personne n'y croyait. J'avais été, moi, Ah, durant trois c'était de la jours science-fiction. à renforcer mon information parce que, exemple, la presse canadienne, qui était la référence, Canadian Press dans le temps, moi, quand j'avais sorti l'information dans la presse, le lendemain, à Edmonton, tout le monde avait nié. Mais moi, j'avais une information particulière, parce que je savais où était Gretzky. C'était dans le temps chez un ancien un ancien voyons, et comédien et quelqu'un qui était basé à Los Angeles, qui s'appelle Alan Tick. Donc, il se terrait là-bas et Gretzky, Wayne ne parlait OK. pas. Parce qu'il voulait pas et ça a duré durant 3 jours et demi jusqu'à temps ils ont organisé une conférence de presse simultanée où ils ont confirmé le départ de Gretzky. Mais le journaliste de Toronto, demain matin, je le OK. confronte. Il y a pas de problème. Je veux dire, il va très mal se sentir parce que c'est pas le cas. Ça a été nié par tout le monde, par des grands confrères à Edmonton. Le lendemain, j'ai sorti Mais, l'information. Et moi, j'ai toujours persisté en disant que ça se passerait. J'écrivais tous les jours, ouais, je je m'en donnais de rappelle. l'information. OK. Mais comment qu'on se OK. sent, Tom? Comment qu'on se sent quand on sort une... Parce que c'était de la science-fiction. C'est pour ça que je qualifie le plus gros scoop d'histoire du journaliste. Pas rien que sport politique. Hein. Comment qu'on se sent quand on sort une nouvelle de même? Parce que ça relatait de la science-fiction, là. Tu dois passer pour un illuminé un petit peu. Euh, non, mais non, parce que moi, j'avais Ouais, mais je veux dire, l'information ouais, mais précise. Donc, parmi tes confrères, parmi ouais. ton monde, on doit se sentir un peu jugé, quoi. Ben, écoute, quand tu fais ce Ouais. métier-là et que tu le fais bien, et moi la seule chose que j'avais peur, c'est que compte tenu que j'avais annoncé ça avant tout le monde, je me suis dit, est-ce que parce que j'ai sorti l'info avant tout le monde, est-ce que Gretzky ou encore dans l'entente qu'il y avait à l'époque entre le propriétaire des Kings, président des Kings, Bruce McNall, et Peter Pocklington, qui avait des gros Ouais. problèmes d'argent. Moi, j'étais au courant de tout ça. Je me suis dit, est-ce que ça peut faire briser tout ça? Est-ce que Pocklington va paniquer? Parce que Pocklington, moi, quand j'ai sorti l'info et que c'était confirmé 4 jours plus Ouais. tard, tout le monde voulait le lyncher sur la place Ah ouais, publique. ouais. On n'acceptait pas ce qui arrivait. Et je me suis dit, est-ce que Pocklington va faire marche arrière? Mais le contrat était signé. Moi, je veux dire, j'avais eu une information privilégiée de Pat Brisson. Il m'avait demandé de ne jamais en Ah, parler tant et aussi longtemps que Wayne sera OK. encore jouera encore dans la Ligue nationale de hockey. J'ai tenu ma parole parce que j'en ai strictement annoncé qui m'avait donné l'information.
privilégié dans le temps que 20 ans plus tard pour justement protéger Pat Brisson à l'époque. Bon, arrive par la suite un autre gros scoop, Guy Lafleur. Ça aussi, c'était un bon coup. Ça. Guy Lafleur revient au jeu après une absence de 4 ans. C'est un autre bon coup, Tom, ça. Ben, c'est assez spécial parce que je venais de sortir le scoop de Gretzky. J'étais sorti de mes vacances pour annoncer le scoop de Gretzky. Et je suis retourné en vacances et le deuxième soir après que justement je célébrais un petit peu avec mes confrères de la presse, je veux dire la primeur, je suis retrouvé dans une discothèque dans l'est de Montréal. Et ce soir-là, Guy était là-bas, on avait pris un verre ensemble, tranquillement, on parlait de plein de choses, et Guy était parti peut-être une petite heure avant moi, et un des barman que je connaissais bien là-bas, il dit, Tom, je ne sais pas ce qui se passe, mais Guy, en me laissant un bon pourboire, m'a dit, écoute, parce qu'évidemment, il avait pris sa première retraite, Guy, pour l'instant, hors de question qu'il revienne. Et il avait dit au garçon qui avait dit, ben écoute, je suis content de savoir qu'il est en retraite. Et lui, il avait dit carrément, ben ça durera pas longtemps, je m'en vais à New York. Et bon, moi, après ça, sur le coup, quand le barman me dit ça, j'ai dit, écoute, je dois aller aux informations tout de suite. Et je savais qui s'occupait de la carrière des contrats de Guy Lafleur. C'est un jeune homme qui s'appelait dans le temps, et qui s'appelle toujours le même nom, qui s'appelle Yves Tremblay, qui s'occupait d'ailleurs, qui a fait le livre de Guy Lafleur dernièrement. Et Yves, évidemment, quand je l'ai appelé pour donner l'information, s'est un petit peu mis à mal se sentir. Il pouvait pas me démentir que c'était pas vrai, parce que je connaissais très bien Yves, puis il pouvait pas me la jouer en me mentant. Donc, il a comme un peu bégayé, il s'est très mal senti, puis finalement, il m'a dit, écoute, je suis obligé, Tom, de te dire que tu as raison, je sais pas comment tu vas sortir ça, il faut aller sur la pointe des pieds parce que ça n'a pas encore été annoncé par les Rangers de New York, mais effectivement, Guy va revenir au jeu, il y a un essai avec les Rangers de New York, et dans le temps, évidemment, les Rangers étaient dirigés par Michel Bergeron, donc voilà, donc tout ça. Ces deux grosses coupes-là, c'était passé dans d'une semaine. Donc, Tom, si tu permets, on va faire une pause par la suite. On va aller vraiment dans ce qui m'intéresse le plus, ton passage en France. Donc, vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Tom Lapointe. À danradiosport.com, on a Tom Lapointe avec moi. Tom, là maintenant, ça m'intéresse beaucoup parce que là, t'étais vraiment le journaliste par excellence au Québec. Et là, il arrive une série de déboires, la presse, que tu quittes la presse, par la suite, tu t'en vas au Journal de Montréal, pour X raisons, ça ne fonctionne pas, c'est cassé. Par la suite, dans ton livre, on dit que ça n'a pas fonctionné non plus. Ensuite, par la suite, tu es allé du côté de salon de massage. Encore une fois, c'était un petit peu plus difficile. Tu t'es pris en 1990 avec une récession, l'économie était difficile. Ça fait pas mal de descente, ça? Oui. Ben, écoute, la vie, c'est un concours de circonstances. Moi, quand je suis parti de la presse et le Journal de Montréal est venu me chercher, à l'époque, c'était le père de Pierre-Carl Péladeau, donc M. Péladeau, qui était fondateur de Québécois, qui était venu me chercher. Le directeur des sports de l'époque, c'était Bernard Brisset, avec qui je voyageais régulièrement, qui voulait absolument, justement, après avoir sorti tous ces primeurs-là, qui s'est dit, tu peux plus te permettre, il faut que tu viennes travailler avec moi au Journal de Montréal. Et j'étais allé travailler au Journal de Montréal, sauf que, comme je l'explique bien dans le livre, pour des raisons, concours de circonstances, j'arrivais au tournant de mes 40 ans. Et pour moi, j'avais fait le tour de sortir des informations et je voulais plus me positionner comme dans ce que je suis devenu aujourd'hui, un producteur ou quelqu'un qui peut diriger qui peut diriger une salle d'information ou encore produire des choses. Donc, j'avais eu la possibilité, par mon ancien collègue de radio à CKVL, qui était directeur des sports à CKC, il m'a dit, écoute, Télémédia se cherche un nouveau patron de tout le réseau Télémédia pour le sport. Puis il dit, c'est sûr que si tu leur dis que tu es disponible, ils vont t'engager. Donc, ils m'ont engagé, sauf qu'il est arrivé 4 mois après que j'ai été engagé, que j'ai pas signé mon contrat, parce que moi, je suis habitué de faire confiance aux gens.
Et c'était la première fois que j'ai fait l'erreur de ne pas signer quoi que ce soit, sûrement par naïveté, parce que je suis habitué de faire confiance aux personnes en qui je crois. Donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est que est arrivée la fameuse venue du numérique à la radio. Et 4 mois après que je sois passé au directeur des sports là-bas, finalement, on a fait savoir que qu'il couperait dans les budgets d'un petit peu partout. Il coupait pas dans mes salaires à moi, sauf que moi, je me voyais pas comme nouveau patron des sports d'annoncer à des gens en qui j'avais confiance. Et dans les négociations qu'on me disait que j'avais un budget très important pour faire de télémédias ce qui était télémédias dans le sens, c'est-à-dire le leader de l'information sportive. Donc j'arrivais avec plein de projets et 4 mois plus tard, on me disait, et c'est Richard Desmarais, un ancien journaliste des faits divers, qui devenait patron, puis qui me disait, Tom, tu pourras pas rien faire de tout ça, parce que finalement, avec ce qui s'en vient, tu vas plutôt obligé de faire une espèce de job de bras et couper dans les plutôt que d'avoir un budget. Évidemment, j'ai pas accepté du tout ce qui s'est passé. Je me suis dit, moi, je peux pas, vis-à-vis les journalistes que j'avais rencontrés, qui sont en train de bâtir des choses, de les laisser tomber. Donc, moi, j'ai décidé plutôt de démissionner. Je suis parti sur un coup de tête et dans ce temps-là, effectivement, j'avais investi de l'argent pour filer un coup de main à quelqu'un qui avait un centre de, moi j'appelle ça un centre de détente où il y avait à la fois de la massothérapie, de la relaxation, que j'étais très adepte, je suis toujours encore très adepte de la relaxation, autant physique que mentale, et c'est devenu une vraie tendance un petit peu partout dans le monde. Sauf que étant donné effectivement que j'avais pas fait vraiment de recherche à l'affaire, j'avais repris une business de quelqu'un d'autre, je l'ai amélioré, donc mon départ s'est cassé, ajouté au fait que c'était mal ciblé, ça veut dire que ma descente aux enfers a vraiment commencé là. Ce qui m'a pas empêché de revenir en 94 comme animateur d'émission du soir à CKC, sur tout le réseau télémédia. Et encore là, la vie a fait que en 95, il y a eu la fusion avec CJMS. Donc, il y a eu des coupures dans tous les postes et étant donné que les patrons de CJMS devenaient plus les leaders dans la transaction, ça veut dire que donc je suis passé à la trappe et j'ai été 1 an et demi pour la première fois de ma vie à VGT. Donc, j'étais notamment dans ces années-là directeur de l'hippodrome de Montréal, alors que je connaissais pas trop grand-chose aux chevaux. Donc, je suis retrouvé directeur de les communications à l'hippodrome de Montréal. Et ensuite, je suis retourné en 97. Marc Simoneau était venu faire de la radio à CKVL, mais c'était un gars qui était beaucoup plus identifié au marché de Québec. Ce qui veut dire que même s'il faisait un super travail, Marc, ça fonctionnait pas. Donc, Pierre Arcan, l'ancien ministre, m'avait appelé, c'est le patron il m'avait dit, écoute Tom, si tu peux prendre la relève, ça fera notre affaire. Parce que bon, et finalement, j'avais fait 3 ans en CKVL. Au moment où moi, j'avais réussi plein de choses, notamment d'avoir le trophée Maurice Richard pour la Ligue nationale de hockey, de réaliser plein de choses. Je gardais quand même des bonnes cotes d'écoute. C'est là qu'on m'a annoncé que CKVL fermait ses portes définitivement. Donc, je me suis dit, et j'avais à ce moment-là des soucis financiers. Je m'étais pas vraiment relevé ma débâcle, là, je veux dire, du départ de Télémédia et après ça... Tom, est-ce que tu le regrettes? Quand tu regardes ça, là, parce que je me dis, regarde, le gars, il avait une belle job, il avait une Jaguar, il avait la gloire, il avait la Jaguar, puis là, finalement, arrivent des problèmes financiers. Pourquoi, dans le fond? Parce que tu voulais peut-être pas être, t'endurais pas que tu avais un boss, t'acceptais pas ce rôle-là. Mais avec le regret, est-ce que tu regrettes ça? Non, parce que la vie, d'abord, je veux dire, la vie t'envoie à vivre des choses. Et bien sûr, quand tout ça arrive et quand j'ai décidé de partir pour la France, je voulais vraiment me vider la tête. Je voulais me redonner d'abord une santé physique parce que j'étais pas très en forme. Je voulais me refaire une santé morale et je me suis dit, je vais partir. Dans mon esprit, je partais pour 6 mois, 1 an maximum. Et étant donné que ça se replaçait pas vraiment dans ma situation personnelle, j'ai décidé à ce moment-là de passer un coup de fil par Régent Tremblay pour parler avec Gilbert Rozon, qui est évidemment le président de Juste pour rire. Gilbert m'a donné l'occasion de me relever la tête. Durant 2 ans, j'ai travaillé pour lui
en tant que découvreur de talent à Juste pour rire à son bureau de Paris. Donc, j'ai vraiment appris à aimer l'Europe. Et c'est ce qui m'a fait que, après avoir travaillé 2 ans pour Gilbert, et je le remercierai jamais assez de ce qu'il a fait pour moi à l'époque, c'est que j'ai décidé en 2004, j'ai rencontré celui qui est devenu aujourd'hui mon associé depuis 11 ans. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Raymond Lepierre, qui lui a cru en mes projets, et on a ouvert une société ensemble. Je suis revenu à Paris, parce que j'avais été 2 ans en Haute-Savoie. Justement, c'est là que j'ai rencontré mon associé. J'ai ouvert ma société en 2004. Et j'ai commencé à créer et à produire à mon rythme petit à petit. Et ben voilà, tu vois, c'est ce qui m'a permis un jour de bâtir un super gros concept. Et de Paris, où j'ai un bureau dans le 9e arrondissement de Paris, qui est en plein cœur de Paris, avec des gens qui travaillent pour moi là-bas. Aujourd'hui, je suis passé à Los Angeles pour produire deux shows de télévision très importants que vous entendrez parler très bientôt. Mais dans le livre, Tom, à un moment donné, il y avait un certain moment, tu n'étais pas capable de venir à Montréal, il y avait des prêts uséraires. Donc, il y avait des gens qui couraient après toi. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est devenu... ouais. Non, je veux dire, non, mais je veux dire, encore là, c'est pour ça que j'ai tout bien raconté. Oui, effectivement, quand je suis parti, je devais des sommes comme 5 000 $ à 2 ou à 3 prêteurs que j'avais donné beaucoup plus d'intérêt qu'autre chose. Et à l'époque, effectivement, quand je suis parti, je pouvais pas les repayer. Donc, quand je suis revenu au Québec et je me suis replacé, j'ai bien pris le temps de revoir ceux que je pouvais retracer à l'époque. Donc, les 2-3, moi, à partir de 2007, j'ai repayé tout le monde. Et c'était comme ça, je me suis dit, quand je rentrerai au Québec, je reviendrai en 2007, je vais revenir avec mon bouquin, je vais raconter ce qui s'est passé. Ma vie s'était vraiment bien replacée, j'avais mon business, je commençais à gagner de l'argent. Donc, à ce moment-là, j'ai payé mes dettes, comme on dit. Mais encore là, c'est parce que les gens racontaient n'importe quoi. Les gens disaient que, je veux dire, que c'était des sommes astronomiques, puis qu'on voulait vouloir me tuer, mais c'était du grand n'importe quoi. Je veux dire, les hommes sont là pour se parler. Et je te parle pas, bien sûr, si t'es quelqu'un qui a fait des transactions douteuses avec l'argent, moi, dans ce temps-là, l'argent qu'on m'avait prêté, c'était beaucoup plus pour réaliser des projets. Et bon, le fait que CKVL a fermé ses portes et que je réussissais toujours à payer mes dettes, même si c'était difficile dans ces années-là, ben écoute, quand je me suis retrouvé pas de boulot puis plus rien, je me suis dit, écoute, ça va pas bien, faut que j'aille vraiment me refaire et la tête et l'esprit et le reste. Donc je suis allé là-bas. Et je suis revenu. Quand je suis revenu, je me suis dit, là, je suis prêt à raconter mon histoire. Et ça fait depuis 2007 que je viens 2 ou 3 fois par année au Québec. Donc, Tom, ça tu as été change une pas. grande vedette. Par la suite, tu as gagné beaucoup d'argent. Tu es allé en France parce qu'il a fallu justement que tu te vides la tête. Ça marchait pas. Tu étais très pauvre en France. Écoute, tu as passé plusieurs fois. Tu as changé d'appartement plusieurs fois. Il y a des gens qui te logeaient pour pas que tu te ramasses dans la rue. Même de ça, tu as même couché de 2 à 3 soirs. Tu l'expliques dans le livre, dans la rue, là-bas. Est-ce que tu as pensé au suicide? Oui. Bien, écoute, c'est sûr que quand tout va très mal comme ça, à un moment donné, ça t'effleure l'esprit. Mais après ça, si tu as une bonne, comme je l'explique bien dans ma vie, dans mon livre, dans le bouquin que j'ai écrit, si tu as une bonne base de vie, non moins vu que j'ai encore, parce que ma mère est toujours vivante, j'ai perdu mon père il y a 3 ans. Quand tu as une bonne famille et que tu as une bonne structure de vie, t'as pas le droit, parce que toi, t'as eu un espace-temps de vie très difficile de te flinguer, justement, en te disant, parce que c'est très lâche. Alors moi, je me suis dit, même si ça t'effleure l'esprit, jamais j'ai pensé de passer à l'acte, même pas proche. Ça fait juste de t'effleurer l'esprit. Tu te dis, pourquoi tout à coup je me retrouve aussi bas alors que j'étais aussi haut? Et au contraire, j'ai décidé de bâtir. Je me rappelle cette fameuse année-là où j'ai dormi un petit peu partout et que j'ai fait des superbes rencontres qui aujourd'hui sont encore des gens qui sont autour de moi, ce qui est assez fascinant, ceux qui m'ont aidé et qui regardent maintenant mon parcours. Donc, en raison justement de cet équilibre-là de vie, j'ai décidé de me battre plutôt que de baisser les bras. On va faire une autre pause, puis je veux que tu parles justement de qu'est-ce qui est devenu Tom Lapointe. T'en as effleuré beaucoup l'esprit, mais t'en as parlé pas mal, mais on va en parler davantage après la pause.
retour à danradiosport.com. On est avec Tom Lapointe qui est très généreux de son temps. C'est une entrevue que j'avais hâte de faire parce que ça m'avait marqué beaucoup ce livre-là en 2007. Tom, on a parlé beaucoup de qui était Tom Lapointe, le journaliste, ton passeur en France. Mais là maintenant, qu'est-ce qui est devenu Tom Lapointe? Tu es producteur de TV à Los Angeles, t'en as parlé. En fait, est-ce que tu étais aussi pauvre que dans le temps que tu étais en France? Parce que t'étais vraiment pas riche en France. Non, mais maintenant, avec justement, vu que j'ai un associé et on a bâti des projets et on a déjà évidemment gagné des sommes d'argent par la qualité du projet. Aujourd'hui, je veux pas annoncer tant que c'est pas fait, parce que je veux dire, par respect avec les gens avec qui je suis en train de mettre le projet en route de Los Angeles. Donc, je fais juste de vous dire que ça fait déjà 7 ans que je suis sur le même projet. Qu'on a monté, qu'on a testé, qu'on a travaillé avec des équipes, qu'on a mis des budgets importants. Et évidemment, moi, je vis de ces budgets-là et je vis très bien. Je gagne pas encore autant d'argent que je gagnais à l'époque quand j'étais, évidemment, je veux dire, sous les feux de la rampe au Québec. Mais je gagne très bien ma vie. Et là, je suis en train de réaliser peut-être le coup, justement, qui confirmerait pourquoi, justement, ma vie devait se passer comme ça, que je devais aller vivre autre chose et je devais comprendre pourquoi que d'autres choses arrivaient. Donc là, je suis en train de finaliser une grosse transaction et vous verrez bientôt sur les télés, autant aux États-Unis qu'ici au Québec, ce que j'ai mis en place depuis 7 ans et qui va maintenant arriver comme c'est un nouveau divertissement. C'est un show de télévision qui sera un petit peu dans le même esprit que Who Wants to Be a Millionaire, je pense que ça s'appelait qui veut gagner des millions ou le banquier ou de ce grand genre de show-là complètement. Donc j'ai bâti l'idée originale, j'ai mis des équipes de travail, et donc j'arrive au terme de toutes ces années-là, c'est parce que tu peux pas monter un projet qui a la prétention d'être international et pas d'y mettre le temps et de bien le faire, parce que il y a tellement de gens qui arrivent à Hollywood et qui pensent avoir l'idée la plus lumineuse. Nous, la preuve, c'est qu'on a mis 5 ans à le mettre en place en France avant de me trouver un associé en France. Mon associé en France dans mon projet, c'est Benjamin Castaldi. Benjamin Castaldi, c'est le petit-fils de Simone Signoret et de Yves Montand. C'est une grande star en France. C'est celui qui anime tous ces grands jeux-là. C'est un peu comme, comment je dirais, un peu comme le Charles Lafortune aujourd'hui de la télévision en France. Lui qui anime tous les grands shows. Et lui, c'est pareil, quand il a vu mon jeu, il a cru, donc il a vu mon associé. Ils ont investi avec son groupe et on est en train de monter quelque chose d'assez fabuleux. J'ai aussi de sortir un nouveau jeu que je publie avec un éditeur québécois. Vous allez en entendre parler aussi, il est terminé. Donc on travaille sur plein de choses fort intéressantes qui se trouve sous ma bannière, c'est-à-dire sous la production de Tom Lapointe. Faire sa place à Hollywood, le glamour, parce que c'est un monde de glamour, puis là, t'es dans ce monde-là. Est-ce que c'est difficile de faire sa place? Non, c'est difficile si t'as pas trop d'expérience avant, mais moi, mon vécu d'avant, la crédibilité que je me suis bâtie au fil des ans à monter des projets comme il faut, mes années dans le journalisme, mes années de tout ce que j'ai vécu dans l'information, et surtout, il faut quand tu arrives, comme je disais tout à l'heure, tu vas pas à Hollywood si t'es pas convaincu que tu as le projet. Parce que si tu vas là-bas et que tu as un projet parmi tant d'autres, ben écoute, tu peux pas survivre ou surnager très longtemps. Faut que tu aies vraiment le bon projet pour convaincre. Nous, on a convaincu des producteurs américains qui sont devenus nos associés. Et donc, on est sur une production où ce qu'on a pris le temps, comme une bonne recette, de bien la faire mijoter. Là, aujourd'hui, on a déjà tourné ce que tu appelles le pilote du jeu. On a déjà tourné l'application pour qu'il soit joué sur toute la nouvelle technologie, c'est-à-dire sur les iPads, sur les téléphones et ainsi de suite. Donc tout ça va arriver. Je peux pas vous en dire plus. Je vous laisse saliver un petit peu parce que ça va arriver au cours de la prochaine année, donc en 2015, et vous verrez bien ce qui va se passer. Est-ce que tu t'ennuies du métier de journaliste? Est-ce que tu t'ennuies de couvrir le Canadien de Montréal? Parce que tu pourrais être Non? Non, parce que moi j'ai fait ça durant 10 ans et je l'ai fait dans les belles années. C'est-à-dire aujourd'hui,
je regarde les journalistes et quand tu arrives au début de la soixantaine, comme c'est mon cas, et que tu as passé ta vie, tu vois arriver tous les petits jeunes dans le vestiaire et que tu as vécu une époque plutôt glorieuse dans ce temps-là, tu te dis, écoute, je l'ai fait alors que j'étais jeune, je l'ai fait alors que j'avais l'âge des athlètes, je l'ai fait alors qu'on avait une vraie complicité. Je dis pas qu'il y a pas une complicité entre les générations, mais moi, il faut jamais que tu regrettes, parce que si tu pars ta vie en ayant des regrets, tu vas pas tellement loin. De toute façon, si j'avais eu des regrets quand je me suis retrouvé en France, ça serait super mal passé. J'aurais été obligé de rentrer au Québec et justement essayer de postuler pour un job dans le journalisme et recommencer tout le parcours que j'avais fait. Et ça, il était hors de question. Il est pas dit que dans les 2 ou les 3 prochaines années, après que j'aurais mis à l'antenne ce que je travaille depuis plusieurs années, qu'à ma manière, que je produirais pas un show de sport, mais à ma sauce, à ma cuvée, à moi. Donc ça, oui, c'est un projet qui m'intéresse. Je m'amuse d'ailleurs à écrire et avec plaisir actuellement sur un journal web qui s'appelle Opinion Plus. Donc, je m'amuse à écrire strictement pour garder la main. Et je vais quand même très souvent à Los Angeles au hockey. Je vais au Staples Center, je vais jouer les Kings. Je serai là d'ailleurs quand le Canadien va jouer le 5 mars là, contre les Kings. Bref, je me tiens au flux de l'information, mais je suis tellement sur un projet fantastique et un projet qui me donne, je veux dire, qui m'énergise et qui me donne tellement plein de satisfaction. Et je suis en train de tellement me faire un carnet d'adresses. Tu sais, quand je suis parti, j'avais réussi au Québec. Je me suis retrouvé à Paris alors que je connaissais personne. J'ai trouvé le moyen de réussir aussi à Paris, de me faire une vraie crédibilité auprès des gens du milieu de la communication et dans quoi j'ai toujours vécu et dans quoi j'ai toujours bercé. Et là, je m'en viens en Californie. Je me dis, si je peux réussir comme Québécois, ce que peu de gens ont réussi, c'est-à-dire te retrouver à Hollywood dans un marché où c'est très, très, très difficile de percer. Et déjà, la réalisation d'avoir mis tout ça sur pilote, d'avoir produit tout ça, de le présenter à du monde un peu partout dans toutes les grandes sociétés à Hollywood, et tous les gens sont absolument séduits par la qualité du projet. C'est plutôt valorisant. Donc, l'important, c'est de bien vivre chacune de tes étapes de vie. C'est sur ça que je me concentre. Tu sais, je veux dire, vivre dans le passé, et vivre sur les rumeurs, et vivre sur les... Moi, je veux dire, je vis au présent. Je dis pas que je suis meilleur que les autres. Je dis juste que chacune des étapes de ta vie, la vie, c'est des montagnes russes. Il faut que tu acceptes que c'est pas parce que ça va très, très bien durant tant d'années que ça veut pas dire que tu n'auras pas un passage à vide. N'importe quelle personne qui ont réussi dans le milieu des affaires et qui ont réussi des grandes choses, avant de réussir, ils ont tous planté 2-3 fois et solide pour vraiment comprendre pourquoi tu plantes et et comment tu dois faire pour te relever si tu es capable, évidemment, d'en avoir et autant le moral que l'aspect, que la santé. Tom, pour dernière tout question, ça. parce que c'était une question qui me manquait, puis merci, je voulais faire ça en 15 minutes, finalement c'est beaucoup, il y a tellement de choses à dire. C'est une question que j'étais en train d'oublier. Ton scoop sur Wayne Gretzky et Guy Lafleur, mettons, est-ce que, Oui. maintenant en 2015 avec Twitter et Facebook, on pourrait le faire encore? J'y crois pas vraiment Non. parce que en raison des réseaux sociaux, c'est que parce que ce genre d'information-là, elle est travaillée. Moi, je l'ai pas eu du jour au lendemain comme ça. Et quand j'ai eu l'information, j'ai pris 3, 4, 5 jours à aller aux informations de mon informateur, justement pour le protéger. J'ai passé plusieurs coups de fil et même mes patrons de l'époque disaient Tom, on peut pas se permettre avec la crédibilité que t'as de le sortir si t'es pas certain. Et c'est pour ça que j'ai vraiment pris le temps. Donc aujourd'hui, quand tu as une grosse information, et en raison des réseaux sociaux, il y a toujours une brèche qui sort. Et souvent, il y a souvent un fond de vérité, mais souvent ça foire parce que justement ça va trop vite. Donc c'est beaucoup difficile d'aujourd'hui, et surtout comme j'expliquais tout à l'heure en raison de la relation qui est beaucoup plus impersonnelle entre journalistes et entre médias et athlètes, parce qu'ils vivent ils gagnent tellement des sommes astronomiques qui
qui vivent dans leur tour d'ivoire. Je dis pas que c'est pas du bon monde, c'est sûrement du très bon monde, comme dans le temps de Lafleur, de Robinson, de Béliveau et des autres. Mais c'est une autre époque et c'est pour ça que l'information n'est plus et ne sera jamais ce qu'elle a été. Ben, Tom Lapointe, un gros merci. C'était fort agréable. En 2007, ton livre m'avait marqué. Je l'ai acheté, je l'ai recommandé pour relire en sachant que j'allais te parler. Puis ça m'a encore touché. Puis merci beaucoup d'avoir pris autant de temps de t'expliquer. Ça me fait plaisir, Danny. Passe une bonne journée. Joyeuses fêtes et OK, joyeuses fêtes et joyeuses fêtes à tous tes auditeurs. Tom Lapointe. OK, au revoir.